Deux chiffres s'entrechoquent et le Sahel bascule d'un cran stratégique brutal. Trois États annoncent une force commune massive, mais près de 40% du territoire burkinabé demeure disputé, comme une frontière intérieure invisible qui fragilise chaque succès militaire. Pour qui observe Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, la question centrale est simple. Ce basculement annonce-t-il une victoire durable ou une illusion temporaire? Si l'Alliance tient face aux sanctions, à l'isolement et aux rivalités politiques, elle pourrait redessiner l'équilibre régional et peser bien au-delà du Sahel immédiat. Cette analyse s'engage à aller au-delà des déclarations officielles et des récits héroïques. Pour le lecteur, le bénéfice est clair. Comprendre ce qui fonctionne réellement et pourquoi. L'alliance des États du Sahel est souvent présentée comme un tournant historique, mais son impact ne peut être évalué qu'en observant ses mécanismes concrets, ses limites structurelles et ses coûts cachés. Il ne s'agit pas de prédire un avenir figé, ni de défendre une ligne idéologique, mais d'examiner comment cette coalition transforme ou non la sécurité, la gouvernance et la vie quotidienne au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L'enjeu est élevé. Une alliance capable de réduire la violence sur certains axes peut restaurer une marge d'autonomie stratégique longtemps perdue. Mais cette même alliance peut accentuer l'isolement diplomatique, durcir les sanctions économiques et déplacer les tensions vers l'intérieur même du commandement. Chaque gain tactique porte donc un risque politique latent. Le fil conducteur sera simple. Distinguer ce qui relève d'un progrès mesurable de ce qui constitue un pari encore fragile. La question sous-jacente reste ouverte. À quel prix cette efficacité peut-elle être maintenue? La première donnée frappe par son contraste. En 6 mois, les attaques djihadistes ont reculé d'environ 30% dans plusieurs zones frontalières, frontalières clés. Dans le même temps, près de 40% du territoire burkinabé reste contesté, rappelant que la baisse de la violence ne signifie pas la reprise du contrôle total. Cette évolution coïncide avec une rupture méthodologique assumée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont accéléré une centralisation du commandement militaire, transformant trois armées fragmentées en une structure capable d'agir parfois en moins de 48 heures. Ce changement de tempo constitue le cœur du basculement actuel. Pendant des années, la lutte contre les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM s'est heurtée à une réalité simple, des frontières poreuses et des chaînes décisionnelles cloisonnées. Chaque armée agissait selon ses priorités nationales, avec des renseignements partiels et des délais incompatibles avec la mobilité des groupes armés. Les opérations se chevauchaient mal, les succès restaient locaux et l'usure finissait par dominer. La création de l'Alliance des États du Sahel, officialisée en janvier 2025, répond à cette impasse opérationnelle. Elle ne procède pas d'un projet idéologique abstrait, mais d'un besoin immédiat. Reprendre l'initiative sur des groupes capables de se déplacer librement entre trois pays. En rompant avec la CEDEAO, les dirigeants ont accepté un coût diplomatique élevé pour obtenir une cohérence d'action jugée indispensable. Ibrahim Traoré assume alors un choix clair: sacrifier des cadres régionaux existants afin de gagner en vitesse et en coordination. Un microcas illustre ce tournant. Dans la région de la Yaga, une unité mixte burkinabé-malienne est déployée en moins de 24 heures, là où plusieurs jours étaient auparavant nécessaires. Les axes ruraux sont temporairement sécurisés, des marchés hebdomadaires rouvrent et des convois agricoles reprennent la route. Ce détail reste fragile, mais il signale un changement de rythme perceptible. La question centrale émerge alors naturellement. Cette baisse mesurée de la violence reflète-t-elle un tournant durable ou seulement une fenêtre tactique que les groupes armés chercheront à refermer?
Pour saisir ce que l'Alliance produit réellement sur le terrain, il faut quitter les communiqués et suivre des trajectoires humaines concrètes. Deux situations servent ici de repère. La première se joue dans le nord-est du Burkina Faso, où des unités longtemps isolées opèrent désormais sous une chaîne décisionnelle commune. La seconde apparaît à la frontière maliano-nigérienne, là où l'anticipation devient enfin possible. Dans le premier cas, des soldats burkinabés et maliens patrouillent ensemble sur un axe rural abandonné depuis des mois. La différence ne tient pas à une supériorité matérielle spectaculaire, mais au rythme. Les décisions arrivent plus vite, les ordres sont plus lisibles et les marges d'initiative locale s'élargissent. Pour les habitants, l'effet est immédiat. Les marchés hebdomadaires reprennent, les trajets courts redeviennent envisageables et la peur se déplace sans disparaître. Dans le second cas, le partage du renseignement permet d'identifier un déplacement de combattants affiliés au GSIM avant le déclenchement d'une attaque. L'opération conjointe évite l'effondrement d'un poste militaire fragile et empêche l'ouverture d'un corridor dangereux entre les trois pays. Avant l'Alliance, cette information serait restée fragmentée, trop tardive pour être exploitée. Ces impacts précoces ne relèvent pas du hasard. Ils s'inscrivent dans une vision stratégique portée par Ibrahim Traoré qui privilégie la vitesse, la coordination et la lisibilité du commandement plutôt que la dispersion des dispositifs. Le personnage guide n'est donc pas seulement un chef d'État, mais un choix de méthode assumé. Le sens est clair. Quand le tempo change, la perception de la sécurité change aussi. Avant l'alliance des États du Sahel, la mécanique était presque toujours identique. Une attaque survenait dans une zone frontalière. L'information remontait lentement, puis chaque armée réagissait dans son périmètre national, souvent trop tard et sans coordination réelle. Cette séquence répétitive nourrissait une guerre d'usure, où les groupes armés imposaient leur tempo et forçaient les États à subir. Le déclenchement du changement repose sur une décision politique lourde. En rompant avec la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger acceptent explicitement le coût immédiat des sanctions et de l'isolement diplomatique. Pour Ibrahim Traoré, ce choix n'est pas présenté comme idéologique, mais comme une condition préalable à toute stratégie crédible. L'argument est simple, les cadres régionaux existants ralentissaient notre action plus qu'ils ne la facilitaient. Perdre des appuis diplomatiques devenait le prix à payer pour regagner une liberté opérationnelle. Dans les jours qui suivent cette rupture, une série de micro-décisions enclenche l'accélération. Les états-majors définissent des règles communes pour les patrouilles transfrontalières. Un canal unique de renseignement est activé en moins d'une semaine. Des procédures auparavant négociées pendant des mois sont validées en quelques heures. À l'extérieur, ces ajustements passent presque inaperçus. À l'intérieur, ils modifient profondément la mécanique du commandement. Le point de tension monte progressivement. Les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM testent la nouvelle structure, déplacent des unités, cherchent les failles. L'Alliance répond par des redéploiements rapides, encore imparfaits, mais plus cohérents qu'auparavant. La logique d'initiative commence à s'inverser, sans disparaître totalement. Le climax survient en mars 2025. Un convoi djihadiste est signalé entre le nord du Burkina Faso et le centre du Mali. Avant l'Alliance, aucune armée n'aurait pu agir à temps. Cette fois, le renseignement nigérien intercepte une communication, le Burkina Faso mobilise une unité mécanisée et le Mali engage un détachement léger. En moins de 36 heures, les forces convergent sous l'autorité du centre de commandement unifié. L'opération empêche l'installation d'une base temporaire destinée à servir de plateforme pour plusieurs attaques. Pour de nombreux observateurs, c'est la première démonstration visible de la nouvelle vitesse opérationnelle. Les répliques suivent rapidement. À partir d'avril, plusieurs routes rurales autrefois coupées sont rouvertes. Les déplacements internes diminuent en certaines zones stabilisées. Les attaques reculent sur des axes sensibles.
Ces signaux alimentent un sentiment prudent de regain de contrôle, sans effacer la conscience de la fragilité du moment. Mais chaque succès tactique produit aussi des ondes politiques. Le Mali conteste certaines répartitions logistiques. Le Niger s'interroge sur l'équilibre du commandement. Perçus comme favorables à Ouagadougou, les chancelleries occidentales durcissent leurs discours et élargissent les sanctions. En parallèle, les groupes armés adaptent leurs itinéraires et déplacent la pression vers des zones moins surveillées. La dynamique devient alors double. Sur le terrain, l'alliance gagne en crédibilité et en efficacité mesurable. En arrière-plan, les tensions internes et externes s'accumulent. Plus la coalition agit vite, plus la cohésion politique est mise à l'épreuve. Chaque victoire renforce l'alliance, mais augmente aussi le coût potentiel d'un échec. La séquence ouverte pose une question décisive. Cette montée en puissance peut-elle se stabiliser sans provoquer de rupture interne? La ligne de base est claire. Avant la mise en place du commandement unifié, le niveau d'attaque djihadiste dans les zones frontalières du Burkina Faso et du Mali demeurait globalement stable depuis près de 3 ans. 6 mois après l'entrée en fonctionnement du dispositif impulsé par Ibrahim Traoré, ce paysage commence à se modifier de manière mesurable. Premier indicateur, le plus commenté, la violence armée. Dans plusieurs zones frontalières clés, les attaques ont reculé d'environ 30%. Ce chiffre ne signifie ni victoire définitive ni disparition de la menace. Il traduit un changement de rythme. Les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM voient leur liberté de circulation réduite, leur regroupement plus souvent perturbé et leur capacité d'implantation temporaire fragilisée. L'alliance ne neutralise pas l'adversaire, elle l'oblige à se disperser. Deuxième indicateur, les déplacements forcés de population. Au Burkina Faso, une baisse d'environ 20% est observée dans certaines zones considérées comme stabilisées. Cette donnée doit être interprétée avec prudence. Elle n'indique pas un retour massif et durable, mais le franchissement d'un seuil psychologique. Des familles tentent des retours partiels, reprennent des activités agricoles ou rouvrent des marchés locaux. La perception de la sécurité devient ici un facteur mesurable, même si elle reste fragile. Troisième indicateur, l'intensité de la violence résiduelle sur des axes sensibles. Dans plusieurs secteurs sous contrôle opérationnel de l'Alliance, les incidents violents diminuent d'environ 15%. Cette baisse plus modeste révèle un effet précis. Les opérations conjointes perturbent les routes logistiques des groupes armés. Les commandants locaux soulignent que ces résultats dépendent directement de la continuité des efforts et de la fluidité du renseignement partagé. Ces chiffres dessinent une tendance cohérente lorsqu'ils sont mis en perspective. Avant l'Alliance, une opération transfrontalière nécessitait souvent plusieurs jours de coordination. Désormais, des unités mécanisées peuvent être redéployées en moins de 48 heures. Un canal unique agrège observations aériennes, interceptions radio et rapports de terrain, réduisant les délais et les angles morts. Cependant, les données ont leurs limites. Les groupes armés conservent une forte capacité d'adaptation, se fragmentent et déplacent à la pression vers des zones moins surveillées. La moindre faille dans la coordination pourrait rouvrir des corridors dangereux. Les chiffres confirment donc une amélioration réelle mais conditionnelle, dont la durabilité reste suspendue à la cohésion du dispositif. L'argument favorable à l'alliance des États du Sahel peut être formulé de la manière la plus solide possible. Aucun cadre régional précédent n'avait permis d'endiguer durablement l'expansion des groupes djihadistes. La centralisation du commandement, le partage du renseignement et l'intégration des capacités terrestres offrent enfin une réponse cohérente à une menace transfrontalière par nature. Dans cette lecture, unir le Burkina Faso, le Mali
et le Niger relèvent moins d'un choix politique que d'une nécessité opérationnelle. Réduire d'environ 30% les attaques dans certaines zones en 6 mois apparaît alors comme un signal trop significatif pour être écarté. Le retrait de la CEDEAO et l'acceptation des sanctions sont interprétés comme le prix à payer pour restaurer une autonomie stratégique réelle. L'argument critique mérite la même rigueur. Une alliance militaire n'efface pas les divergences politiques ni les asymétries de capacité. Les priorités sécuritaires diffèrent, les logistiques sont inégales et la question du leadership demeure sensible. Le poids du Burkina Faso dans la structure de commandement assumée par Ibrahim Traoré suscite des réserves à Bamako et à Niamey. À cela s'ajoute une dépendance croissante envers des partenaires extérieurs non occidentaux, perçus comme un facteur d'isolement diplomatique et de vulnérabilité économique accrue. Dans cette perspective, les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM conservent suffisamment de marge pour exploiter la moindre fissure. La réponse la plus robuste ne tranche pas idéologiquement. Les faits montrent des gains tactiques réels, mais conditionnés à une cohésion politique encore incomplète. La performance militaire progresse plus vite que la gouvernance commune. Autrement dit, l'efficacité opérationnelle est avérée, sans garantir encore la durabilité stratégique. La vitesse crée sa propre fragilité. Jusqu'ici, la lecture dominante suggérerait une progression linéaire, coordination accrue, baisse mesurée de la violence, regain de mobilité sur certains axes. Pourtant, à mesure que l'efficacité militaire augmente, une tension plus profonde apparaît. La structure conçue pour agir vite devient aussi celle où les frictions se concentrent et s'exposent. Le cœur du basculement tient à l'architecture du commandement unifié. En centralisant les décisions, l'alliance réduit les délais et améliore la synchronisation entre forces. Mais cette centralisation rend chaque arbitrage plus visible et chaque désaccord plus coûteux. Les compromis autrefois dilués dans des cadres régionaux complexes émergent désormais à découvert. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Son impulsion a permis l'accélération initiale, mais elle place aussi le Burkina Faso au centre d'un système où chaque décision est scrutée par ses partenaires. La question n'est plus seulement de savoir si l'Alliance peut gagner des opérations, mais si elle peut absorber les tensions qu'elle génère elle-même. Ce point médian révèle un paradoxe stratégique. Plus l'Alliance fonctionne militairement, plus l'exigence de cohésion politique devient pressante. Sans gestion active de ces frictions, la force collective risque de devenir son propre point de vulnérabilité. Les effets de l'Alliance des États du Sahel se lisent différemment selon les acteurs concernés. 4 trajectoires se superposent et permettent d'évaluer ce que les décisions prises à Ouagadougou, Bamako et Niamey produisent au-delà des communiqués officiels. Pour les populations locales, le changement s'inscrit d'abord dans le quotidien. Dans plusieurs zones rurales, la baisse d'environ 30% des attaques frontalières se traduit par des signes simples mais décisifs. Réouverture de marchés hebdomadaires, reprise de déplacements courts et ralentissement des déplacements forcés, estimés à près de 20% dans certaines régions du Burkina Faso. Ce répit reste fragile. Les habitants savent que les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM conservent des poches d'influence et peuvent revenir rapidement. Le sentiment dominant oscille donc entre soulagement prudent et vigilance permanente, sans illusion de sécurité totale. Pour les acteurs économiques, notamment les petites entreprises agricoles et commerciales, l'alliance crée une fenêtre d'opportunité limitée. La sécurisation partielle de certains axes permet de relancer des circuits interrompus depuis des mois.
Les échanges locaux reprennent, les revenus augmentent modestement et des activités informelles réapparaissent. Toutefois, cette amélioration se heurte à un plafond structurel. L'isolement diplomatique et les sanctions freinent l'accès aux financements extérieurs, tandis que la dépendance croissante à quelques partenaires non occidentaux entretient une incertitude persistante sur la stabilité à moyen terme. Pour les appareils d'État, les gains sont plus techniques mais tout aussi déterminants. La centralisation du commandement renforce la réactivité, simplifie les chaînes décisionnelles et améliore le partage du renseignement. Les officiers soulignent la capacité nouvelle à agir en moins de 48 heures sur des menaces transfrontalières. En contrepartie, les tensions internes s'exacerbent. Le poids du Burkina Faso dans la structure, assumé par Ibrahim Traoré, suscite à la fois adhésion et réserve chez ses partenaires. Cette friction institutionnelle devient un enjeu en soi, susceptible d'influencer la durabilité des gains militaires. À l'échelle régionale et internationale, l'Alliance modifie l'architecture sécuritaire du Sahel. Elle crée un pôle militaire autonome, observé avec prudence par les États voisins. Sur la scène globale, les puissances occidentales répondent par des sanctions et des pressions diplomatiques accrues, tandis que la Russie, la Chine et la Turquie renforcent leur soutien. Cette polarisation repositionne le Sahel dans un rapport de force élargi, multipliant à la fois les opportunités stratégiques et les vulnérabilités géopolitiques. Ces quatre lectures convergent vers un constat commun. Les bénéfices sont réels et mesurables, mais profondément conditionnels. Ils reposent sur une cohésion politique encore fragile, sans laquelle les avancées sécuritaires pourraient rapidement s'éroder. L'alliance produit des résultats visibles tout en exposant les limites structurelles qui pèseront sur sa trajectoire future. À court et moyen terme, l'Alliance des États du Sahel évolue dans un couloir étroit où trois trajectoires demeurent plausibles. Aucune n'est certaine, mais chacune prolonge des dynamiques déjà observables sur le terrain et dans les capitales. Dans le scénario de base, l'Alliance maintient une efficacité militaire suffisante pour contenir la violence sans l'inverser radicalement. Les opérations conjointes se poursuivent, la baisse observée reste modérée mais relativement stable, et les tensions internes demeurent gérables sans disparaître. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger acceptent des compromis imparfaits sur la répartition des moyens et l'équilibre du commandement. Les sanctions occidentales persistent, mais leurs effets sont partiellement compensés par des partenariats alternatifs. Le terrain reste fragmenté. Toutefois, l'alliance conserve un avantage de tempo qui empêche une dégradation rapide. Dans le scénario optimiste, la structure militaire s'affermit progressivement. Le partage du renseignement devient plus fluide, les procédures communes se stabilisent et plusieurs zones contestées sont neutralisées de manière durable. Les, suc- les succès tactiques renforcent la confiance entre les trois capitales et atténuent les frictions politiques internes. Sur le plan diplomatique, un rééquilibrage prudent s'opère. Sans levée formelle des sanctions, certains canaux de dialogue se rouvrent, offrant une marge de manœuvre supplémentaire. Dans cette trajectoire, l'impulsion initiale portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans la durée et transforme l'essai opérationnel en crédibilité stratégique. Dans le scénario pessimiste, les fissures internes s'élargissent. Les désaccords sur le commandement et la logistique ralentissent les opérations, tandis que les groupes djihadistes exploitent ces failles pour regagner de la mobilité. Les sanctions se durcissent, fragilisant davantage les économies locales et limitant la capacité de soutien à l'effort sécuritaire. La dépendance accrue envers quelques partenaires extérieurs devient un facteur de vulnérabilité géopolitique. L'Alliance perd alors son avantage de vitesse et s'enlise dans un cycle d'usure prolongé, sans capacité claire d'escalade maîtrisée. Une recommandation de pensée stratégique s'impose face à ces scénarios.
La cohésion interne comptera davantage que toute augmentation ponctuelle de puissance. Si la gouvernance commune progresse au même rythme que l'efficacité militaire, l'alliance consolidera ses gains. Si elle stagne, même des succès tactiques répétés risquent de se dissiper. Au-delà des chiffres et des scénarios, l'alliance des États du Sahel se traduit par des expériences contrastées selon les cercles humains concernés. Trois regards permettent d'en saisir la portée réelle, loin des abstractions stratégiques. Pour les habitants des zones rurales, l'alliance n'est ni un concept politique ni un débat diplomatique. Elle se mesure à des gestes simples. Sortir sans escorte, cultiver un champ, rejoindre un marché voisin. La baisse relative de la violence crée des respirations, parfois brèves mais suffisantes pour tenter des retours partiels et relancer des activités interrompues. Cette amélioration demeure fragile. Chaque rumeur de mouvement d'armée ravive l'inquiétude. La stabilité perçue dépend moins des annonces que de la continuité des patrouilles et de la prévisibilité des forces déployées. Dans les capitales, une jeunesse connectée observe l'alliance à distance à travers débats publics, analyses et réseaux sociaux. Certains y voient une reconquête de souveraineté et une affirmation attendue depuis des années. D'autres redoutent un isolement prolongé, synonyme de restrictions économiques, de mobilité réduite et d'opportunités fermées. Cette génération ne juge pas seulement les résultats militaires, mais les perspectives qu'ils ouvrent ou ferment pour l'avenir, en particulier en matière d'emploi et d'intégration régionale. À l'étranger, les diasporas sahéliennes suivent ces évolutions avec un mélange de fierté et de prudence. L'affirmation d'autonomie est perçue comme un signal fort, mais les sanctions, la polarisation géopolitique et le risque d'un conflit prolongé pèsent sur les transferts financiers et sur l'image internationale des pays concernés. Les familles évaluent les choix politiques à l'aune de leurs effets concrets sur les liens économiques et sociaux transnationaux. Ces trois cercles partagent une attente commune, de la lisibilité. Ils demandent moins des promesses que des signaux stables, capables de transformer un répit fragile en trajectoire crédible. Pour que l'alliance des États du Sahel consolide ses acquis sans se fragiliser de l'intérieur, une feuille de route précise devient indispensable. Elle ne repose pas sur de nouvelles promesses, mais sur des mécanismes simples, mesurables et applicables rapidement par les trois capitales, sous une impulsion politique assumée, notamment par Ibrahim Traoré. Du côté des ministères de la Défense des trois États, l'urgence est d'instituer un conseil de commandement à rotation trimestrielle afin d'instituer un conseil de commandement à rotation trimestrielle, afin de réduire la perception d'asymétrie dans la prise de décision. Ce progrès pourra se suivre à travers la diminution du nombre de litiges logistiques formellement signalés entre états-majors. Ensuite, au niveau du centre de commandement unifié, il faudra définir trois zones prioritaires avec des règles d'engagement communes et stables. Il faudra définir trois zones prioritaires avec des règles d'engagement communes et stables. Le critère de réussite sera un temps moyen d'intervention transfrontalière maintenu sous 40 heures, sans dégradation des capacités locales. Puis, pour les services de renseignement des trois pays, l'objectif est d'harmoniser les formats de données et de créer une base partagée, sécurisée, alimentée quotidiennement. L'objectif est d'harmoniser les formats de données et de créer une base partagée, sécurisée, alimentée quotidiennement. Son efficacité se mesurera à l'augmentation du taux d'incidents interceptés avant toute action hostile. Parallèlement, du côté des chefs d'État et des ministères des Affaires étrangères, il devient nécessaire de diversifier les partenariats techniques afin d'équilibrer les influences extérieures dominantes. Il devient nécessaire de diversifier les partenariats techniques afin d'équilibrer les influences extérieures dominantes.
On pourra le vérifier en maintenant, sous un seuil défini, la part des équipements provenant d'un seul partenaire. Enfin, au niveau des autorités locales, il s'agira de rouvrir des routes secondaires et de sécuriser des corridors commerciaux ciblés. Il s'agit de rouvrir des routes secondaires et de sécuriser des corridors commerciaux ciblés. Le signe concret sera le nombre de marchés réactivés dans les zones stabilisées. Cette feuille de route ferme une boucle essentielle. Les gains tactiques peuvent durer, mais seulement si la cohésion devient un réflexe quotidien plutôt qu'une exception négociée. Dans la région de la Yaga, là où une unité mixte avait rouvert un axe rural longtemps déserté, l'écho de cette première opération continue de résonner. Ce lieu, évoqué plus tôt, rappelle que derrière chaque indicateur se cachent des gestes retrouvés. Un marché qui reprend, une route redevenue praticable, des échanges qui circulent à nouveau. L'alliance des du Sahel prend ici une forme tangible, loin des salles de réunion et des communiqués. Cette scène mesure aussi la fragilité du moment. Une route dégagée peut se refermer, un marché rouvert peut se vider. Les avancées observées restent suspendues à la cohésion de l'ensemble et à la continuité des efforts. Lorsque les tensions internes s'exacerbent, ce sont ces gains modestes mais vitaux qui disparaissent en premier. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans ce contraste. Son impulsion a accéléré la coordination et rendu possible ces changements visibles. Mais elle a aussi placé l'Alliance face à une exigence nouvelle, transformer l'unité tactique en stabilité politique durable. Sans cette translation, les succès risquent de demeurer des parenthèses. Une phrase s'impose alors comme un clou planté au cœur du récit: une unité fissurée ne protège plus personne. Au terme de ce parcours, une idée s'impose avec netteté. L'alliance des États du Sahel n'est pas seulement une construction militaire, elle est devenue un symbole chargé d'attentes contradictoires. Dans les villages ruraux, elle évoque la possibilité fragile d'une normalité retrouvée. Dans les centres urbains, elle alimente des débats intenses sur la souveraineté, l'isolement et l'avenir économique. À l'échelle internationale, elle repositionne le Sahel dans un jeu de forces élargi où chaque décision compte. Le rôle d'Ibrahim Traoré, comme celui de ses homologues, s'inscrit désormais dans cette conversation collective. Les choix opérés aujourd'hui ne produiront pas seulement des effets sécuritaires immédiats. Ils façonneront la manière dont la région sera perçue, soutenue ou contestée dans les années à venir. L'Alliance avance ainsi sur une ligne de crête entre affirmation stratégique et vulnérabilité accumulée. Ce débat n'appartient ni aux seuls dirigeants ni aux experts. Il se nourrit des regards, des questions et des interprétations de chacun. Comprendre ces dynamiques, les discuter avec rigueur et sans simplification, c'est déjà participer à leur orientation. Quelle trajectoire vous paraît la plus crédible pour le Sahel dans les mois à venir? Et sur quels signaux fonderiez-vous ce jugement?